Merci de nous rejoindre dans cette dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours avec Alexis Mohamed, chargé de mission auprès du président de la République de Djibouti, Makaïla Gebla, journaliste, blogueur, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste. Alors, Makaïla, vous vouliez donc intervenir sur ce contrat interrompu sur DP World. Tout à fait. En fait, tout à l'heure, Alexis évoquait la question de... Il a dit tout à l'heure que le contrat a été signé entre un homme et une compagnie. Or, avant 2012, on n'a pas en fait évoqué que le contrat a été vicié, le contrat a été malsain. Aujourd'hui, c'est que cet homme dont je parlais ne se trouve pas à Djibouti. Et donc, on lui colle au dos tout ce qu'il fallait, tout ce qui n'a pas marché. Jean évoquait la question de l'expertise locale. Je suis tout à fait d'accord. Il fallait que les gens essaient d'être entourés par des experts locaux pour quand même négocier de façon tangible des contrats aussi jutés comme celui-là. Et souvent, le problème avec l'Afrique, c'est quoi? C'est que je suis d'accord avec Jean quand on défend les intérêts des Africains, je suis tout à fait d'accord. Ça rappelle un peu tout à l'heure l'affaire Glencore, l'affaire Banque mondiale avec le pétrole tchadien. Donc, à chaque fois que le pouvoir africain, quand ils sont confrontés à des difficultés internes, ils résilient des contrats qu'ils avaient signés avec des partenaires internationaux et pour répondre à des exigences locales. Or, et à ce niveau-là, ils brandissent la question de souveraineté nationale. Et moi, ça me pose problème. Je me dis, dès le départ, il fallait ficeler les choses de façon nette pour qu'effectivement, demain, on ne bute pas à des obstacles. Aujourd'hui, quand on a un contentieux politique avec des gens, on essaie de résilier des contrats et puis on revient. Moi, je pense que ça me pose problème des lectures saines dans ces négociations. Même si on veut défendre l'Afrique, il vaut mieux que, franchement, nos dirigeants signent des accords quand même sains et qu'ils fassent confiance à l'expertise locale dont je parlais tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec vous. N'empêche que quelque part, comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas laisser, si vous voulez, un individu. Moi, je parle toujours d'une chose. Je parle toujours d'une chose sur ce plateau. Vous avez des gens qui négligent l'intérêt national en tant que tel pour des intérêts personnels. Et sur ce plateau, je dis toujours, pour moi, dans les États africains, ça constitue pour moi des crimes contre le développement, tout simplement. Donc, à partir de là, quand nous avons des enjeux, des objectifs, nous avons des besoins qui sont tels qu'ils sont, je ne vois pas, il n'est pas logique qu'un individu, c'est-à-dire s'octroie pratiquement les mêmes pouvoirs qu'un chef d'État, quand on lui a donné cette responsabilité-là en tant que telle, et quand on s'en aperçoit après, il faut réagir. Il faut se dire une chose, dont on parlait tout à l'heure, à savoir quoi? À savoir que vous me dites que bon, l'individu, c'est un individu dont ça ne tient pas la route. Ça tient la route tout simplement pourquoi? Parce que quand l'individu s'en va, si l'individu n'avait rien à se reprocher, pour quelle raison est-elle à l'extérieur? Parce que moi, je sais qu'il y a eu des élections présidentielles, si vous voulez, à Djibouti. J'ai été sur ce plateau, j'ai commenté ça. À partir de là, le président djiboutien, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que bon, Djibouti, c'est une exception africaine en tant que telle. Il y a combien de partis politiques qui se sont présentés comment diriger à l'élection présidentielle? Il faut que nous sachions aussi accepter nos échecs. Attendez que j'aille. Il faudrait que nous sachions accepter aussi nos échecs. Et ensuite, je vous céderai la parole. Moi, je veux bien que vous portiez comme l'avocat de M. Boré. Néanmoins, je pense que vous n'avez pas, on ne peut pas non plus, vous ne pouvez pas non plus chercher à assigner la vérité au fin fond du placard. Donc il y a, comme je le disais tout à l'heure, il suffit juste de récupérer un peu le contenu de ce contrat et vous vous apercevrez vraiment qu'il y a un contrat entre un homme et une entité. L'autre chose, c'est que d'autant plus dans les contenus de cela, non seulement Djibouti est lésé, mais c'est également l'arrogance et le mépris que ce contrat-là porte vis-à-vis de nos concitoyens et également de l'intelligence des Djiboutiens. Je pense qu'il faut se rendre compte à quel point c'est humiliant, c'est fut même humiliant pour ce qui concerne le contenu de ces contrats-là. Et je pense que DP World, au-delà justement de ces contrats-là, il ne faut pas oublier qu'elle a voulu également constituer carrément une zone de l'endroit dans la zone de ses activités économiques. C'est-à-dire c'était un endroit où le droit de nos concitoyens n'éprimait pas, où le code du travail n'éprimait pas. Donc c'est pour vous dire le mépris et l'arrogance. Donc à un moment donné, je pense qu'il a fallu avoir le courage de dire stop. Et tout à l'heure, vous parliez de 2012. Mais le 2012, c'est le litige qui a été porté justement devant les juridictions compétentes. De toute façon, c'est une chose logique, Alexis. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous signez un contrat, les effets ne se reproduisent pas à la signature du contrat. Oui. C'est à terme que vous voyez les effets qui sont produits par le contrat qui a été signé. Mais la chose a été commencée avant 2012 quand même. C'est-à-dire que l'État de Djibouti...
Le fait que les gens se rétractent souvent derrière la souveraineté nationale pour régler des comptes personnels. Tout à l'heure, Jean disait que quelqu'un à qui on confie une responsabilité ne devait pas abuser de la confiance qu'on lui a donnée. Mais tout à fait, la personne, avant 2012, on ne lui a pas reproché de quelque chose. C'est quand il y a eu une rupture politique avec le président Guelleh, c'est en ce moment qu'on lui cherche les faux. C'est faux. Moi, je pense que c'est aussi ça la lecture la plus honnête. On ne peut pas déjà être politique des circonstances. Je vous dis quelle est la chose, le dialogue a été entamé avant 2012 avec DP World. 2012, c'est là où il y a eu vraiment... Alors, mais en tout cas, l'État djiboutien n'a jamais pris la décision de rompre définitivement avec DP World. Non, c'était plutôt dans les négociations. Voilà, exactement, etc. Donc, il ne faut pas du tout occulter cela. Et je pense qu'il ne faut pas non plus chercher à diluer la chose en la pervertissant de façon politique. Il y a eu un coup qui a été porté à l'État de Djibouti. C'est tout à fait normal que l'État de Djibouti puisse aujourd'hui chercher à s'acquérir de nouveau sa souveraineté et poursuivre également ce qui ont permis justement cette arrogance et ces mépris à l'égard du Djibouti. Malheureusement, le mépris, c'est les Africains qui les font, Zahra. Donc, on ne parle pas des Africains, on parle de Djibouti. C'est aussi valable pour tous les pays africains, en fait. Bien sûr. Oui. Si on veut s'imposer, il faut qu'on négocie effectivement l'accord de manière la plus saine possible. Mais si on négocie pour se réfugier derrière une souveraineté quelconque, moi, ça me pose problème. Alors pour vous, donc, les contrats sont négociés et pendant un temps, ils arrangent un petit peu tout le monde, jusqu'à un moment où ça n'arrange plus et puis là, on... Exactement, c'est la seule lecture que moi j'ai. Dans tout contrat, sauf si on stipule juridiquement qu'il y a absence de renégociation, là, je le suivrai. Alors, mais dans aucun contrat, dès que vous n'avez pas une clause qui interdit la renégociation d'un contrat, quelle que soit la concession que vous donnez, l'État étant souverain, il est capable de renégocier ces contrats-là. Et d'autant plus qu'il s'agit d'une juridiquement. On a bien compris le positionnement des uns et des autres. On va passer tout de suite à notre Zoom Société. Avec plus de 300 000 réfugiés répartis dans 4 camps, la Tanzanie est l'un des principaux pays d'accueil des victimes de l'instabilité de la région. C'est le cas depuis plus de 30 ans, des réfugiés en provenance notamment du Burundi. Et l'une des problématiques majeures, vous allez le voir, concerne leur prise en charge immédiate, particulièrement celle des jeunes. Vina Nodin. Les enfants réfugiés font face à des défis pour obtenir une éducation en Tanzanie. Le déficit de financement est dû au fait que les organismes d'aide sont incapables de fournir aux enfants réfugiés en Tanzanie des écoles adéquates. Les étudiants dans les camps ont été contraints d'assister à des cours en plein air et sans assez d'enseignants ou de matériel didactique. La Tanzanie accueille plus de 280 000 réfugiés et demandeurs d'asile, pour la plupart originaires de la République démocratique du Congo et du Burundi. Regarde là-bas, il n'y a pas assez de chaises. Il faut ajouter plus de chaises là-bas. Là aussi, pour que les étudiants n'aient pas à s'asseoir par terre parce qu'ils n'ont pas de chaises. Cela leur empêcherait de salir leurs vêtements. L'école primaire de Furaya dans le camp de Douta, située dans le district de Kigoma, au nord-ouest de la Tanzanie, accueille environ 200 étudiants, dont beaucoup sont des réfugiés burundais. Les cours sont tenus à l'air libre, les bancs et les tableaux sont peu nombreux et les enseignants doivent improviser avec tout ce qu'ils peuvent pour organiser des cours. Certains étudiants abandonnent à cause de leur situation familiale. Peut-être que leurs parents ne sont pas capables de les soutenir, alors ils décident de quitter l'école et essaient de gagner un revenu. Les jeunes filles sont également contraintes d'arrêter d'apprendre lorsqu'elles tombent enceintes. 193 salles de classe permanentes accueillent près de 9600 enfants dans 3 camps. Alors au-delà du cas tanzanien, quelques chiffres. Plus de 11 millions, c'est le nombre de réfugiés subissant un déplacement prolongé, c'est-à-dire en exil depuis plus de 5 ans, sont en perspective immédiate de retour dans leur pays natal. Parmi eux, plus de 4 millions de réfugiés depuis au moins 20 ans et environ un réfugié sur 2 a accès à l'éducation. Makaïla Gebla, on peut parler d'un véritable échec de la communauté internationale sur cette question de l'éducation des réfugiés. Absolument, je dirais
l'échec patent de la communauté internationale sur la question de protection et de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, les institutions internationales humanitaires comme le HCR, Haut Commissariat pour les réfugiés, est arrivé à un constat d'échec total parce qu'il est incapable de prendre en charge, que ce soit dans les camps de réfugiés en Tanzanie, et que la Tanzanie aujourd'hui est l'un des pays les plus stables de la sous-région, et que tous les réfugiés, les déplacés de guerre, etc., convergent en venant de la RDC, en venant du Burundi, convergent vers ces pays. Et normalement, la communauté internationale devait appuyer des pays qui accueillent des réfugiés, que ce soit en Tanzanie, que ce soit dans les camps des réfugiés en Centrafrique, etc. Or, on a l'impression que la communauté internationale a failli à ses responsabilités humanitaires, et ce qui pose problème, effectivement, la question de l'éducation des enfants. Et les enfants, en principe, c'est des personnes vulnérables. Et quand on dit personnes, il fallait les prendre en charge. Or, aujourd'hui, la communauté internationale, à chaque fois, aujourd'hui, les nouvelles qui nous viennent de l'Afrique, dans les camps des réfugiés, sont des nouvelles alarmantes de notre point de vue, parce qu'on est complètement désolé que la communauté internationale, malgré des financements qu'on apporte, malgré des soutiens conséquents, malgré les contributions des États, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un manque terrible des prises en charge des réfugiés. Et donc souvent, quand vous voyez des enfants qui étudient à même le sol, il y a des quoi à être alarmés. Et je pense qu'effectivement, la communauté internationale doit revoir toute sa politique. Moi, je suis en contact souvent avec la représentation du ASR, que ce soit à Paris, que ce soit à Dakar, mais cette question interpelle aussi beaucoup d'observateurs africains. Ce n'est pas le même traitement. Quand vous voyez des réfugiés dans d'autres pays européens, ils sont mieux traités que des réfugiés qui sont traités sur le continent africain. Je pense que c'est une situation très dramatique et qui interpelle à plus haut niveau tous les observateurs et tous les partenaires au développement. Parce que là, ça pose problème. L'éducation, la santé sont les clés du développement. Or, on a l'impression que quand vous êtes réfugié aujourd'hui, vous êtes abandonné à vous-même. Moi-même qui vous parle, je suis réfugié politique tchadien en France. Mais bon, la France, ce n'est pas les pays africains. Donc, je pense qu'il faut que les gens revoient totalement la politique d'accueil, que ce soit, surtout dans les pays africains, on assiste à un drame, à une catastrophe qui est vraiment qui est inestimable, quoi. Alors, l'intégration des jeunes réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux suppose aussi de poser la question au niveau de l'accès à l'éducation dans ces pays, puisque ça ne concerne pas que les réfugiés, finalement, c'est vraiment les jeunes de manière générale dans les pays en voie de développement. Jean-Marie Bitomo. Là, Zahra, vous êtes en train de poser une problématique qui est une des problématiques les plus graves en Majeure, oui, c'est ça. Ouais. Je veux remonter un tout petit peu. Sur ce plateau, j'ai dit toujours, là, nous sommes des gens de communication. Nous sommes en train de traiter des effets, des conséquences que vous avez sur le terrain. Dans nos pays africains, il faut toujours remonter à la cause. Aujourd'hui, la cause, c'est quoi? Ce sont les guerres, si vous voulez, qui sont occasionnées dans les États africains en tant que tels. Absolument. Toutes ces organisations-là, tous ces organismes-là, ayons la franchise de le dire, vivent sur le malheur des Africains en tant que tels. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Nous asseyons ici, là, nous allons commenter comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'il faut quels moyens faut-il mettre en place pour venir en aide. Soyons francs et disons que les causes, c'est quoi? Ce sont des guerres qui sont occasionnées dans tous les pays africains en tant que tels. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde entier, vous avez, si vous voulez, quelques petits foyers de tension un peu partout, mais le plus grand nombre, vous le retrouvez où? Vous le retrouvez en Afrique. Essayons d'abord de soigner la cause et non que nous allons nous asseoir sur les plateaux, gloser là-dessus, parler des conséquences, des organisations internationales, que doivent-elles faire? Il y a déjà... Si on ne soigne pas, si vous voulez, la maladie, la répercussion, si vous voulez, immédiate, c'est quoi? C'est la mort. Donc, à partir de là, dans nos États africains, c'est bien beau que nous soyons là. Moi, ça ne m'intéresse pas de commenter des choses comme ça. En amont, nous savons d'où vient le mal. Et ce mal-là, s'il n'est pas traité en amont, on va aller taper sur nos États. On va dire telle ou telle chose. Ça n'a aucune espèce. C'est une déstabilisation complète du continent africain et, comment dirais-je, un frein à notre développement. À l'heure actuelle, là on vient de parler de Djibouti. Djibouti subit la même chose. Donc c'est ça qui empêche aussi l'Afrique de pouvoir avancer. Djibouti est obligé aujourd'hui, un petit pays, un tout petit pays comme Djibouti est obligé aujourd'hui de recevoir pratiquement tous les réfugiés politiques qui sont tout autour. Parce que tous les pays aux alentours, vous prenez un pays comme l'Érythrée qui se vide à toute vitesse, ils vont où? Ils vont à Djibouti, vous prenez le Yémen, ainsi de suite. Donc arrêtons un peu. Un dernier mot, Alexis Mohamed, s'il vous plaît. Merci. Vous avez parfaitement raison. Djibouti
par nature un pays d'accueil. Hein. Effectivement, même pas plus tard qu'aujourd'hui, il y avait une conférence dans ces sens-là, organisée par l'Union européenne à Djibouti, justement. Il y a les politiques également, ou des initiatives en tout cas politiques, entreprises, pour permettre à insérer ces jeunes réfugiés dans l'éducation, même dans le travail, etc. En collaboration, bien évidemment, avec pas mal, bon nombre en tout cas, de missions accréditées en République de Djibouti. Mais il est vrai, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on a beau financer des milliards, tout ce qu'on voudra, tant qu'on n'a pas vraiment résolu, enfin du moins apporté des solutions et cherché vraiment la cause de ces événements-là, les financements en tant que tels ne serviront absolument à rien. Il y aura toujours le même flux migratoire, etc. Je pense qu'au lieu de brandir à chaque fois un peu le spectre chinois, je pense qu'en tout cas, des amis qui sont proches, des amis dont on partage vraiment les mêmes valeurs, feraient peut-être mieux d'accompagner de façon en très bonne intelligence en tout cas les continents africains, qu'ils soient anglophones, d'ailleurs francophones. Il y a moins de problématiques en tout cas dans le pays anglophone. Mais voilà, de mieux les accompagner, de mieux les aider à faire asseoir justement des règles et des valeurs. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on pourra vraiment arriver en tout cas à arrêter cette hémorragie des flux des réfugiés, qu'ils soient jeunes d'ailleurs ou adultes. Alors bien sûr, énormément de questions bien sûr à poser autour de cette problématique. Faut-il alors multiplier les systèmes éducatifs parallèles pour les réfugiés? Mais malheureusement, on arrive au terme de cette émission. On reprendra cette conversation lors d'une prochaine émission, bien sûr. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Alexis Mohamed, je rappelle que vous êtes chargé de mission auprès du président de la République de Djibouti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Makaïla Guebla, je rappelle que vous êtes journaliste. Merci à vous également pour vos précisions. Jean-Marie Bitomo, merci. Merci Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée, à demain.